Euh, 370 000 dollars par an pour un développeur, c'est compliqué. C'est-à-dire, Ah, au c'est bout d'un clair. moment, 370 000 dollars, 30 000, genre, quel genre de boîte peut se permettre de payer des développeurs pour 30 000 dollars? Surtout lorsque tu Bah vois. si, Isma, il y en a. Des boîtes qui lèvent 50, 100 millions, qui font 5, 10 millions d'ARR et qui vont chercher de l'argent des VC sur des valos complètement délirantes et qui du coup doivent dépenser l'argent qu'ils lèvent et pour raconter une histoire au VC et au marché euh, et en quelque sorte faire du marketing aussi, aller embaucher des superstars ou en tout cas des gens qui ont des noms comme ça sur leur CV. Euh, Ces gens-là pouvaient, mais est-ce qu'ils peuvent encore et est-ce qu'ils lèvent encore ces montants-là? Euh, je pense que Ouais, c'est- c'est intéressant parce que, en fait, je ne vois même pas ces personnes comme ces sociétés-là, je les vois même pas comme des SaaS, en fait. Je les vois même pas comme de la compétition, en fait. C'est rigolo, en fait, que arrives avec ça. Parce que moi, je les vois pas, en fait, pour moi, ils n'existent pas. Pour moi, c'est exit liquidity pour des VC, en fait. On va prendre l'argent des VC, on le met dans des développeurs. Comme dit Arnaud tout le temps, ce qui augmente le plus, ceux qui finissent par faire de l'argent, c'est les gars qui ont du real estate à SF, parce que c'est la manière la plus prédictive, finalement, de sortir du cash avec des loyers hors de prix. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient à 37K, hein, finalement, 370 000 euros par an. Pourquoi est-ce que tu vas payer un développeur 370 000 euros par an? Posons les bases. C'est parce qu'en fait, il faut que tu vas les chercher en Europe, tu vas les chercher partout dans le monde et tu leur dis, bon, les gars, il faut venir bosser à SF. Sauf qu'à SF, le loyer, c'est 15, 20K minimum, tu vois. Et après, il faut Uber, il faut donner tous les perks, etc. Il faut les payer suffisamment parce qu'à côté, il y a Google, à côté, il y a Tesla, à côté, il y a Anthropic, à côté. Donc, du coup, tu es dans une. C'est ultra dense. Et donc, du coup, tu es obligé de over-deliver en termes de prix. Quand tu regardes finalement ce que tu paies, enfin, l'échange, la raison pour. Le service pour lequel tu paies, ben, une personne en remote work en Amérique du Sud peut délivrer le même type de résultat pour un salaire de 8 000 dollars par mois. Ouais, après, il y avait quand même aussi un enjeu d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'à une époque, peut-être plus maintenant déjà, parce que l'IA est passée par là, et parce que il y a quand même un certain nombre de mecs qui se sont formés ces dernières années, mais il y a encore 4, 5, 6 ans, euh, quand ils ont cranté ces salaires-là, ces niveaux de salaire, il n'y avait pas assez de devs pour le développement de ces boîtes-là aussi. Et à la fois, c'est tout à l'honneur des salariés. Moi, j'ai vécu dans une industrie financière où c'était pareil. C'est l'offre et la demande. Tu as besoin de mecs qui sont bons, qui se donnent à fond, comme si c'était leur boîte aussi, parce que ces mecs-là, il y a un sujet, hein, c'est-à-dire que ça pourrait être peut-être pour un certain nombre d'entre eux des entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que ce ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des mecs, notamment à SF, qui travaillent pour eux-mêmes ou pour un projet où ils sont co-owners, actionnaires et co-founders? C'est parce que tu es dans des groupes ultra prestigieux où, allez, en quelque sorte, tu fais avancer le monde, tu changes le monde. Je ne sais pas si c'est en bien ou en pas bien d'ailleurs, mais tu le fais avancer et tu es chez Apple, Google et ces gars-là. Donc je suis d'accord, c'est pas du tout des concurrents. Ça, il y a zéro débat. C'est pas du tout des concurrents avec la très très grande majorité des boîtes tech. Mais s'ils sont arrivés à ces niveaux de salaire, c'est qu'effectivement, ils se faisaient la compétition entre eux pour attirer les meilleurs. Et en fait, c'est exactement comme dans le football. Dans Mais le c'est pas dû à football, leur. Je pense pas que ça soit dû à leur capacité ou à leurs compétences non, intrinsèques. mais c'est pour ça, t'as Non, raison, mais c'est dû, exactement comme. dû à la valorisation de la boîte qui était inflated et donc du coup au levée de fonds qui était nonsense et donc du coup ils ont over. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gars qui a overbidé, puis l'autre qui overbid, et l'autre qui overbid, et en fait, c'est fini, ils sont complètement hors sol. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'en fait, quand la société fait un réajustement, ben, du coup, les gars, ils sont en mode, oh, mais du coup, j'ai le droit de me teindre les cheveux en bleu, j'ai le droit, enfin, tu vois, il y a plein de trucs, et ça donne quoi, en fait, autant de personnes, tu le vois finalement, juste que quand toi, tu veux, ou moi, quand tu veux pousser quelque chose en production, le travail que ça prend, tu vois, il y a beaucoup de travail. Et donc, du coup, sur une boîte comme Meta
ou sur plein d'autres produits tech comme ça, je serais même la question que j'ai en tête, c'est est-ce qu'ils savent vraiment bosser dans une entreprise normale? Parce que Alors, si tu les mets tout seul, pas sûr. Et donc, du coup, pour 37K, tu n'es même pas autonome. Pour 37K, il alors, te faut un CPO, il te faut un PRD, FRD, il te faut un QA, etc. Donc, tu as tout ça. Et plus aujourd'hui, le côté IA qui pousse du code, qui est même pas QA, la qualité est totalement dégueulasse. Donc, du coup, du coup, la conséquence, c'est que tu as besoin de développeurs qui, en fait, comprennent exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, les problèmes qui vont sortir de tous ces scénarios. Donc, en fait, aujourd'hui, les développeurs, ils sont encore plus importants qu'avant. Parce que ça alors moi, mouline j'ai, trois fois plus vite avec les idées, sauf qu'après, derrière, ça sort du AI slop, et je pense que ça sera lié au sujet d'après, avec tout ce qui est, finalement, t'as des boîtes comme Uber qui disent, mais les gars, on voit toujours pas de résultats de l'IA, ça fait, et surtout que, bon, ça c'est un sujet sur lequel j'enchaînerai après. Mais, ouais. moi, j'ai une théorie à ce niveau-là, c'est parce que j'ai vécu dans l'économie, donc dans le monde de la finance à Paris, et j'ai commencé dans ce qu'on appelle une boutique. Une boutique, c'était une TPE, PME dans le monde de la finance, ok? Et la fausse bonne idée des boutiques de fusion-acquisition ou dans ce milieu-là, même du conseil en stratégie, la fausse bonne idée, c'est toujours d'aller prendre quelqu'un qui vient des très grandes banques. Donc un peu ce que tu dis avec quelqu'un qui vient de Meta, quelqu'un qui... Toujours la fausse bonne idée, parce que tu prends quelqu'un qui vient de chez Goldman Sachs, pour te donner un exemple, il a travaillé, il était payé une fortune, il avait les projets, les sujets qui venaient à lui parce que c'était Goldman Sachs. C'était pas la même chose d'aller chercher les deals quand tu es une boutique que personne connaît que quand tu es Goldman Sachs, où en fait tu t'appelles quelqu'un, il décroche son téléphone parce que tu es Goldman Sachs. Moi, je l'ai vécu chez Rothschild. Quand je suis arrivé chez Rothschild, je faisais le même métier qu'avant. Du jour au lendemain, j'envoyais un mail, les gens me répondaient parce que c'était marqué @Rothschild, si tu veux. Et c'est quelque chose qui parle aux gens. Ça veut pas dire que tu deviens complètement assisté. En tout cas, tu es dans un écosystème où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ça tourne pour toi. Et du coup, la fausse bonne idée, quand tu es dans une petite PME comme ça, d'aller recruter des mecs de Goldman, de Morgan Stanley, de Merrill Lynch, qui tu veux, toutes les grosses banques américaines, qui arrivaient dans des petites boutiques, ils disaient, bah, OK, en fait, elle est où mon équipe? Ils sont où les gens qui vont originer les deals pour moi? Alors qu'en fait, quelqu'un qui est une petite boutique qui prend un mec qui paye super cher, donc il se saigne pour prendre un mec d'un grand nom, parce qu'il va dire à tout le monde, bah écoutez, regardez, moi, dans ma boutique, on a recruté des super talents, parce qu'on a recruté un ancien de Goldman Sachs, on a recruté un machin, on a fait venir la superstar de Goldman Sachs, sauf que la superstar de Goldman Sachs, elle n'était pas toute seule, il y avait tout un écosystème autour d'elle, et le jour où elle doit faire tout toute seule, avec, pardon, je ne sais pas si ça passera dans le podcast, sa bite et son couteau, bah en fait, elle sait plus, elle sait plus y arriver. Et du coup, tu as le C'est la mec même. qui vient de la grosse boutique qui se dit, putain, je suis passé dans un truc Ouais. moins prestigieux, je suis moins bien payé, et au passage, je vais être en semi-vacances où je vais lever le pied. Et tu as la boutique qui se saigne pour prendre un mec hyper cher en se disant ça y est, c'est la star qui va me faire passer le niveau du dessus parce qu'il était chez Goldman, il va me faire arriver et je vais taper les deals de Goldman. Et donc, fausse bonne idée. Fausse Et bonne idée. donc, pour le business, la tech, c'est exactement pareil. Et c'est exactement la même chose quand tu essaies de répliquer ce que Alex Hormozy te dit de faire. C'est la même chose parce que c'est les choses qui ne sont pas, c'est pas tout qui est réplicable, tu vois. C'est-à-dire que et les gens, et le problème, c'est que les gens adorent les 3 étapes pour réussir, les 3 secrets qui m'ont fait passer de ça à ça. Voici le process exact pour. Donc, du coup, il faut vendre ça aux gilets jaunes. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est plus complexe que ça. Et sinon, ça serait trop simple. On aurait des machines à sortir des trillions à droite et à gauche et la vie serait magnifique. Mais on est toujours ici en train de bosser avec vous. Et ce re-rating, mais en tout cas, ce re-rating financier pour les employés est, et je pense inhabituel pour eux. Même si de toute façon, enfin, fondamentalement, sur une échelle décennale, ça peut arriver. Mais l'entrepreneur qui débute, il va vivre ce re-rating en règle générale. Bon, de toute façon, il va le vivre à un moment donné. Parce que au début, ça peut être compliqué au début, puis ça va marcher. Puis parce qu'il a fait un jour 20 cas par mois, il se dit, je fais 20 cas par mois.
Puis il y a eu Je vaux 20 cas par mois. donc à la porte et bloque la d'account. Il y a le Stripe qui saute, il y a le ceci, il y a le cela. Ouais. Et résultat, on se rend compte que la maintenance de ces revenus est un vrai challenge, qu'il faut savoir épargner, qu'il faut, enfin, et qu'on comprend que, enfin, on comprend en tout cas assez rapidement dans le monde de l'entrepreneuriat que ce rewriting existe. Mais finalement, ce sont des tendances plus longues sur le sujet lorsqu'on est employé, des tendances de fond, d'offres et de demandes qui se rattrapent. Et lorsqu'il y a des asymétries de gains chez un employé, il va y avoir ensuite du coup une offre plus massive d'étudiants qui vont aller dans cette filière-là pour mieux gagner leur vie. Et donc, et in fine, plus d'étudiants ou dev, etc. À un moment donné où le marché se contracte. Et donc, ça fait des vagues de réajustement de prix qui sont, je pense, difficiles à vivre lorsqu'on n'a pas été éduqué à les vivre. Parce que c'est connu, lorsque tu pars en tant qu'entrepreneur, que tu peux te prendre des gamelles, que même si tu as la sensation que tu vas rester à 20, 30K, 50K toute ta vie, qu'il y aura des cycles. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose auquel on t'éduque lorsque tu es employé. Alors que fondamentalement, ces cycles peuvent exister et l'histoire de l'économie en est plein, quoi.